Bonjour à tous, nous voici aujourd'hui pour un nouveau podcast organisé par la Fédération des marchands de biens. Je suis aujourd'hui avec Olivier et Sylvain. Je vous laisse vous présenter, Olivier. Bonjour, Olivier Landrevi, je suis fondateur de MoneySmart. Je suis un ancien banquier et dirigeant de réseau de courtage, rangé des voitures. Et aujourd'hui, j'anime une plateforme d'analyse économique et financière qui s'intéresse beaucoup notamment au sujet immobilier. Et à côté de ça, je suis aussi enseignant en finance à HEC. Et beaucoup écouté, enchanté. Merci à toi d'être là. Bonjour, donc c'est Sylvain Dumont, je suis marchand de biens. Donc j'ai une activité d'achat, rénovation, revente sur Lyon, première et deuxième couronne. Et je suis RPZ, référent pédagogique de zone pour la FMDB sur le département du Rhône. Écoutez, merci à tous les deux d'être là. L'objectif aujourd'hui, c'est d'analyser un peu le marché, du côté plus terrain avec toi, Sylvain, et le côté un peu plus chiffre, macro avec toi, Olivier. L'idée, c'est de voir aujourd'hui, est-ce qu'on est en sortie de crise? Comment sont les chiffres? Enfin, qu'est-ce que vous en retirez vous-même? Olivier, quelle est ton analyse aujourd'hui sur les chiffres? Alors, on peut peut-être ouvrir en commençant par un commentaire sur les volumes de transactions. Pour des raisons structurelles, le marché immobilier français a toujours été un marché qui, quand il y a des retournements, commence par corriger assez fort sur les volumes de transactions et seulement secondairement, avec un décalage, sur les prix. Donc, c'est ce qu'on a vu aussi dans ce cycle. Et on est tombé l'an dernier, donc en 2024, à 780 000 transactions en France. Alors, quand on ramène ça à la population française, qui a quand même pas mal progressé au fil des années, c'est un chiffre qui est pas du tout catastrophique en valeur absolue, hein. On a connu pire. En 2008-2009, il y avait des volumes de transactions bien inférieurs. Simplement, là, c'est un chiffre qui arrive après une période qui avait quand même été une période d'euphorie de 2017 à 2022, où on s'était habitué à des volumes de transactions quand même anormalement élevés. C'était l'époque du crédit autour de 1%, hein, donc c'était, on pourrait dire que c'était des paradis un peu artificiels. Et donc on est revenu de ça en l'espace de 2 ans, 2023 et ensuite 2024. Et du coup, la chute est quand même rude relativement au point haut qui avait été atteint, puisqu'on a donc là, on a une chute de 11% sur l'année, mais on a surtout une chute de 36% cumulée par rapport à ce qu'on avait connu pendant les belles années. Donc, pour les professionnels du secteur, il y a une adaptation qui est quand même assez violente et assez rapide à opérer. Voilà. Quand tu parles de 36%, donc c'est plutôt sur l'après-Covid. On était combien sur le volume de vente? Parce que là, tu parles des Bah, 780, tu parles à combien? on avait approché 1,2 million de mémoire Ok. en 2021. Le pic, c'était 2021. 2022, ça a commencé à baisser un tout petit peu. Et la vraie baisse, c'était 2023-2024. Et ce qu'on voit maintenant, alors l'année 2024, en fait, elle se joue en 2 temps. Il y a une baisse assez marquée jusqu'à l'été et ensuite une stabilisation. Et ce qu'on voit depuis le début de l'année, c'est même un début de reprise. Là, les derniers chiffres que publiaient les notaires, on était autour de 800 000 transactions sur les 12 derniers mois. Je crois que c'était à fin mars. Donc, on voit que ça repart un petit peu. Bon, c'est pas non plus l'euphorie, hein, mais ça repart un petit peu et c'est très certainement, on en discutera tout à l'heure, mais c'est très certainement l'effet du début de baisse de taux qu'on a eu en 2024. Effectivement, on va parler de ce sujet-là. Donc, on est passé d'1,2 million à 780. Il y a une légère évolution qui est en train de se passer. Comment toi, tu l'as ressenti sur le terrain entre l'euphorie de Covid, où on a vu que beaucoup de choses se vendaient, ça se vendait facilement, rapidement du moins, et aujourd'hui? Je pense que je m'alignerai complètement sur ce qui vient d'être dit et le marché lyonnais illustre parfaitement ces chiffres et ces données. On a eu d'abord un très fort ralentissement des volumes avec un marché qui momentanément, le mot est fort, mais s'est effondré, avec des transactions qui étaient au plus haut en termes de volume et qui du jour au lendemain ont été quasi à l'arrêt, au point mort. Toi, tu as eu à un moment donné zéro vente et tout s'est arrêté. J'ai beaucoup moi d'apporteurs d'affaires, donc des agences immobilières, des agents immobiliers qui m'ont dit que du jour au lendemain, leur téléphone ne sonnait plus. Ok. Et ça a duré quand même un certain temps. Donc effondrement du volume et parallèlement une certaine inertie du point de vue des acteurs, donc les particuliers hein, qui sont vendeurs de leur logement, pour adapter le prix de leurs biens à ces nouvelles données. Et ce n'est que quand les corrections de prix ont commencé à apparaître
Mhm. et en parallèle, bien évidemment, la baisse des taux, qu'on a vu, entre guillemets, ce phénomène d'effondrement des volumes s'atténuer pour atteindre un point bas et aujourd'hui repartir tranquillement. Et le marché lyonnais illustre parfaitement ça, avec une baisse des volumes et dans un second temps, une baisse des prix. Et le marché lyonnais, en termes de baisse de prix, est un des marchés qui a le plus souffert ces 2 dernières années. Ok. Ce qu'il faut bien comprendre pour se représenter cet effet de gel des transactions, c'est que des emprunteurs, donc déjà propriétaires, hein, qui ont emprunté à la belle époque, qui ont aujourd'hui des crédits autour de 1%, quand les taux soudain montent à 4%, alors ils ne sont pas touchés tant qu'ils ne déménagent pas. Mais en revanche, si jamais ils ont un projet de vie, un enfant qui arrive, etc., et qu'ils doivent revendre pour acheter autre chose, ils se condamnent à rembourser un crédit à 1% pour en reprendre un l'an dernier, enfin il y a un an à 4%. Bon, là c'est retombé, mais et ça, d'un point de vue budgétaire pour eux, pour la plupart d'entre eux, c'est juste, enfin ça passe pas, quoi. Donc beaucoup de propriétaires du coup gèlent leur parcours de vie, ils se débrouillent autrement. Et ils attendent que l'orage passe, et c'est seulement quand les taux commencent à retomber que progressivement ça redevient envisageable pour eux d'avancer dans leur parcours immobilier. Et c'est ça qu'on est en train de voir maintenant. Ah, puis pour appuyer, il n'y a personne qui peut acheter finalement leur bien. Parce qu'eux-mêmes ont eu un effet de taux qui est passé à 4, donc c'est difficile même pour eux de vendre. Mais on voit qu'il y a quand même 800 000, plus de 800 000 ventes. Quelle est la typologie de biens qui se vendaient réellement? Parce qu'il y a quand même des biens qui se vendent, il y a quand même des choses qui fonctionnent. On est certes à moins, mais par rapport à une époque où on était à peu près sur les mêmes niveaux. Donc il y a des biens qui se vendent. Comment toi, tu as vendu des biens, ou pas d'ailleurs, sur Lyon et environ? Effectivement, ce qui a le mieux résisté, c'était les biens sans défaut. Aujourd'hui, on a été effectivement, et ça a été très justement dit, arrivé en 2021-2022 à des prix qui avaient vraiment post-Covid flambé. Et on était arrivé à un niveau de prix qui était artificiellement soutenu par des taux d'emprunt faibles. Du jour au lendemain, quand on n'a plus eu cette donnée de taux d'emprunt faibles, bien évidemment, on avait un prix du mètre carré qui était au plus haut et des conditions d'achat qui étaient devenues défavorables. Typiquement, c'est uniquement les biens qui ont continué à se vendre, c'était les biens qui avaient 0 défaut. Là où avant des biens avec ce type de prix arrivaient quand même à sortir, là du jour au lendemain, les biens où il y avait un défaut c'est quoi? Ça va être des transports en commun un petit peu plus loin. Ça va être un rez-de-chaussée ou un premier étage sur un axe un petit peu bruyant. Ça va être des biens avec un DPE pas top. Effectivement. Voilà, tous ces biens-là qui malgré tout se vendaient, même à des prix très élevés, du jour au lendemain, ne se sont plus vendus. Ok, ouais, je comprends. Est-ce qu'il y a aussi ce facteur, tu expliquais que les taux, donc ils avaient acheté à 1% à un moment donné, mais les prix ont augmenté énormément. Donc quelqu'un qui avait acheté il y a 5, 6, 7 ans est passé son bien d'un certain montant et il a augmenté de 10%. Est-ce qu'on a une valeur? Combien le prix de l'immobilier a augmenté aussi à ce moment-là? Quand c'était de 1%, à combien a augmenté la valeur de son patrimoine? Ouais, ça dépendrait des périodes qu'on considère, c'est-à-dire du point d'entrée. Mais en réalité, enfin, il y a quasiment pas de sensibilité du propriétaire à cette question-là. Parce que même si ton bien a doublé de valeur, Okay. Le jour où tu as besoin d'avancer dans la vie, encore une fois, je reprends mon exemple d'un enfant, enfin la famille qui s'agrandit, si tu vends, de toute façon, tu vas racheter derrière. Donc tu vas subir la hausse des prix autant que tu vas en profiter à la vente. Donc c'est pas un facteur. Une fois qu'on est propriétaire, finalement, on est relativement insensible à la hausse des prix. Par contre, la hausse des prix, elle joue un rôle déterminant sur les primo-accédants, parce qu'elle peut vraiment sortir du marché les primo-accédants si à un moment donné, l'équation ne passe plus. Et juste pour compléter, cette chute des volumes et du coup cette inertie du marché a été vraiment illustrée aussi par le marché du locatif, qu'on pourrait se dire complètement décorrélé du marché de la transaction, donc des ventes, ce dont on parlait. L'absence de vente c'est directement reporté sur le marché locatif. Parce qu'en général, les personnes qui achètent un bien, et notamment avec l'effondrement du neuf, voilà, libèrent des appartements qui deviennent de fait disponibles pour des nouveaux entrants. Et du jour au lendemain, cette espèce de... Même si on a peu de stock sur un marché, il y a un flux sur un marché. Des gens qui quittent un logement pour aller dans un autre, etc. Et ce flux
fait que malgré tout, à l'instant T, il y a toujours des appartements disponibles. Quand du jour au lendemain, les gens ne déménagent plus, n'achètent plus un logement neuf, ne changent plus, on a vraiment, on fige un petit peu, ça fait comme une image, on fige l'image et à un instant T, tous les appartements sont pleins et on a un gros problème de tension locative à Lyon, mais dans toutes les grosses métropoles en France. Absolument. Effectivement, quand le marché se gèle, ça encombre le marché locatif. Et en plus, pas de chance, c'est arrivé à un moment où le marché locatif souffrait déjà de la concurrence de la location courte durée, avec des régimes fiscaux voilà, qui poussaient à ça et qui ont encore accentué le déficit le déficit structurel du parc locatif, aggravé à Lyon ou à Paris, et de plus en plus dans de nombreuses grandes métropoles maintenant, par le plafonnement des loyers qui n'arrange rien à tout ça. Effectivement. Non, effectivement, on voit ce que vous dites, puis même le fait que les prix ont augmenté, on voit que sur le marché du marchand de biens, avant, on pouvait vendre beaucoup de biens à des investisseurs. Les investisseurs ne veulent plus forcément investir, les taux ont augmenté, ils ont moins de rentabilité, puis tous les effets structurels que donne l'État et toutes ces choses-là rend le marché encore plus compliqué. En termes de matière et d'évolution de prix, comment on se situe aujourd'hui? Est-ce que les prix commencent à baisser? Est-ce que les prix stagnent? Plus que commence, je pense au contraire, j'ai envie de dire qu'on est maintenant, je pense, à la fin de la baisse. Alors, je crois qu'on a une infographie qui s'affichera pendant qu'on commente. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est en fait suivre l'évolution des prix ville par ville sur une base 100, où en fait le point 100 correspond au point haut atteint pour les logements dans cette ville. Et je le fais sur la base qui me paraît la plus solide d'un point de vue data, qui est les indices INSEE notaires, qui sont donc les chiffres de la base notaire. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'ils sont retraités par l'INSEE selon ce qu'on appelle une méthodologie hédonique, c'est-à-dire que l'INSEE corrige de l'éventuelle déformation d'une année sur l'autre de la qualité des biens. Parce que d'une année sur l'autre, on peut avoir des biens plus ou moins centraux, des biens plus grands, des biens plus petits, des bons DPE, des mauvais DPE. Et donc, ils corrigent de tout ça pour que les évolutions de prix reflètent au maximum la réalité du marché. Et ce qu'on voit, c'est des grandes métropoles au sens Paris, Île-de-France et Lyon, qui ont beaucoup baissé malgré tout, avec une baisse qui a commencé dès 2021-2022 et qui atteint maintenant en cumulé par rapport au point haut entre 11 et 14%. Alors je dis maintenant, mais c'est avec les effets rétroviseurs de la base notaire, donc c'était au 31 décembre, donc pardon. Mais donc une baisse de 11 à 14%, ce qui est quand même pas rien, puisque dans l'intervalle, il y a eu quand même pas mal d'inflation, les salaires ont progressé, etc., etc. Donc si on raisonnait en euros constants, ça fait quand même une baisse peut-être de plus de 25%. Ensuite, ce qu'on voit, c'est d'autres grandes métropoles, Marseille et Lille. Alors, je suis désolé, mais dans la base notaire, ils ne vont pas plus loin, donc je suis incapable de commenter Nantes, Bordeaux, voilà. Mais on voit sur Marseille et Lille que le phénomène de baisse, il commence nettement plus tard, plutôt 2023, et qu'il est beaucoup moins accentué. On est plutôt autour de 5-6% de baisse cumulée. Voilà. Et enfin, on voit que il y a des exceptions régionales, notamment la région PACA, mais aussi les petites communes de moins de 10 000 habitants, qui, elles, n'ont quasiment pas baissé. Il y a eu 1 ou 2% de baisse, mais pas plus. Voilà. Et on voit aussi de façon assez nette que depuis allez, on va dire la rentrée 2024, on a quasiment dans toutes les régions une stabilisation, voire même un léger frémissement à la hausse. Mais bon, on attendra d'avoir un trimestre de plus pour confirmer. Mais qui semble montrer que, sauf catastrophe, on est, me semble-t-il, à la fin de la période d'ajustement des prix.
Pour être sûr de bien comprendre ce que tu dis, Olivier, sur les 800 000, enfin 780 000 ventes qui se sont passées cette année, ce prix que tu dis de 13% de baisse cumulée, c'est sur les ventes qui ont vraiment été réalisées. C'est Oui. pas sur des projections de prix d'annonce qu'on Non. voit, c'est vraiment la Non. réalité aujourd'hui. Absolument, absolument. Alors après, on peut utiliser d'autres indicateurs pour le confirmer, mais qui sont un peu moins fiables. Je crois que tu y faisais référence, c'est-à-dire que tous les grands réseaux d'agents immobiliers produisent leurs propres indicateurs, mais qui sont des indicateurs sur les prix affichés en vitrine, enfin sur les annonces en ligne. Moi, je suis notamment l'indicateur Guy Hockey, alors que j'aime bien parce que en fait, ils agrègent les différents sites d'annonces en ligne. Hein, c'est pas juste leur réseau à eux, donc c'est un peu plus large. Mais par contre, ce sont juste les prix affichés, donc on ne sait pas comment ces prix ensuite C'est moins précis. évoluent en fonction de la négo. Et puis il y a peut-être des transactions qui vont pas au bout. Bon, mais mais ça a l'avantage par rapport aux chiffres notaires d'être quand même plus branché en termes temporels. C'est une réalité plus rapide, quoi. Ça traduit plus vite ce qui se passe sur le marché, donc c'est quand même intéressant à regarder. Et ce qu'on voit sur ces indicateurs au premier trimestre, ça confirme ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est sur en gros une stabilité des prix. Alors selon les régions, ça peut aller de moins 2% à plus 2% par rapport à la même période il y a un an. Donc moi j'appelle ça globalement une stabilité. Voilà. Ok, il faudrait recoller ça avec, à partir de quel moment l'annonce a été mise sur un timing pour vraiment avoir quelque chose qui soit précis. Pour toi, du coup, Sylvain, sur le terrain, parce que toi, tu vois les choses en direct, c'est pas forcément des tableaux. Comment tu l'as ressenti, toi? Sur le prix, il faut savoir que le marché lyonnais est un des marchés qui a été le plus fortement impacté par les baisses de prix. Et il y a eu plusieurs effets. Une baisse tardive, mais assez violente des prix. Je pense que Lyon est une commune, Lyon puis sa métropole, hein, qui a baissé globalement, je dirais, au-delà de 15%. Donc on a quand même très fortement corrigé. Et comme le disait très justement Olivier, aujourd'hui, on tend à une stabilisation au niveau national. En France, pardon, à Lyon, sur le bassin lyonnais, on est plutôt proche des -2 qui étaient avancés par Olivier que des +2. Donc à Lyon, on termine de corriger. Ok. En revanche, ce qu'on voit très nettement, c'est que les bases de négociation sur les prix affichés, elles, ont tendance à se réduire. Il y a 6-8 mois, on avait des négociations sur les prix affichés et les prix réellement actés chez le notaire qui pouvaient aller au-delà de 10%. Aujourd'hui, c'est terminé. Ces négociations-là, de cette ampleur-là, sont terminées. Donc, ce qui tend à confirmer qu'on est vraiment sur du soft landing sur le prix, après cette forte correction. Les seules typologies de biens sur lesquelles on va encore avoir de la négociation, en fait, c'est une erreur ce que je dis, c'est pas sur la typologie de biens, mais c'est sur la typologie de propriétaires. On continue à avoir aujourd'hui des leviers de négociation sur les biens détenus par des professionnels. Donc les marchands de biens notamment, mais aussi les promoteurs, qui ont eux une temporalité qui est différente. Et aujourd'hui, où on arrive au bout du bout des possibilités de détention en stock pour sortir des biens, et où aujourd'hui, il reste encore des marges de négociation pour acheter ces biens. Parce que les porteurs de projets sont aujourd'hui au bout des lignes de crédit qu'ils avaient pour porter leur projet, etc. Et il faut sortir l'opération, il faut sortir. C'est un marché acheteur. Donc là, il y a quelqu'un qui te fait une offre sur une opération où tu as du stock, tu es plugué, ils ont une marge de négociation qui est beaucoup plus grande. Qu'on n'a plus chez les particuliers aujourd'hui. Aujourd'hui, les prix ont corrigé, les prix sont plutôt, les prix affichés sont plutôt les prix réels, toujours une base de négociation, mais qui est nettement inférieure à ce qu'elle a été. Ce qui n'est pas vrai avec les professionnels. Je pense que dans le temps, on voit bien que les clients vendeurs ont fini par se calmer et baisser leur prix parce qu'ils voyaient bien que ça ne fonctionne pas. Est-ce que toi qui es marchand, tu fais quand même des offres agressives parce qu'on est quand même marchand de biens à la base. Est-ce que tu as fait des offres agressives dans ce moment où ça a fluctué, où ça a été comme ça, où tu étais plutôt à je déstocke et je ne vais pas prendre de nouveaux projets? Quel était ton positionnement là-dessus? Alors non, bien évidemment, il a fallu déstocker à la fin, comme tout le monde. On avait notamment une opération, nous, en banlieue lyonnaise, qu'il a fallu sortir et qui a été sortie, comme d'ailleurs pour de nombreux acteurs, via du bailleur social.
parce que eux, du coup, Avait un c'est pouvoir une d'achat. donnée, effectivement, les bailleurs sociaux, pour le coup, pour eux, ces 2 dernières années, je pense qu'en termes d'acquisition de produits et de produits clés en main pour alimenter leur parc de logements sociaux, ils s'en sont donnés à cœur joie. Et effectivement, et malgré tout, les professionnels qu'on est et que je suis étaient bien contents de les trouver à un moment pour sortir les opérations. Donc ça, c'est la première chose. Une fois ce stock écoulé, pour le coup, moi, pour ma partie, ça fait 4 mois maintenant que je n'ai plus du tout de stock. En ce moment, on est sur le marché acheteur, clairement, où on peut encore se permettre d'avoir des négociations, encore une fois, plus fortes si on s'adresse à un professionnel, moins fortes si on s'adresse à un particulier. Mais oui, effectivement, il y a encore de la négo. Priorité étant donné au déstockage, bien évidemment, des projets qu'on avait, qu'on avait. Donc il faut écouler son stock. Donc même la Caisse des dépôts a profité de ce moment-là pour acheter des biens en masse et bah, pour le coup, toi, ça te permet de sortir de ton opération et peut-être pas faire des marges mirobolantes, Sortir. mais de sortir du projet et pouvoir repartir sur de nouveaux projets. On l'entend bien. Là, on entend du coup correction des prix, les taux commencent à se stabiliser. Là, ça repart, ça se relance. Est-ce que le pouvoir d'achat des gens est relancé? Comment vous vous ressentez en termes de chiffres, en termes de ressenti terrain? Alors pour te répondre, il faut peut-être faire un détour par les taux. Donc les taux, hein, sont passés, en l'espace de 18 mois entre, le printemps 2022 et l'automne 2023, les taux sont passés brutalement de 1%. On était à des taux moyens juste supérieurs à 1%, à 4,20 en novembre 2023 de mémoire. Donc c'était une remontée brutale et en 2024 s'est joué un début de normalisation des taux où les taux ont reperdu environ 1 point et donc aujourd'hui les taux sont autour de 3,20. Ce qui est déjà une bouffée d'oxygène importante, hein, pour les ménages concernés, évidemment. Il faut se dire aussi que dans le même temps, donc les prix ont corrigé, donc comme on l'a dit, hein, selon les endroits, entre moins 5 et moins 15%, disons. Et ça, c'est le facteur qu'on a tendance à oublier, mais qui est réel. On a eu quand même 3 années d'assez forte augmentation des salaires des ménages, avec des 2 années autour de 5% d'augmentation. Et puis là, l'an dernier, je crois qu'on était juste en dessous de 3 de mémoire. Ce qui, malgré tout, reconstitue progressivement le pouvoir d'achat. Donc, moi, j'ai un indicateur MoneySmart qui suit ça, parce que finalement, le vrai prix pour un ménage, le vrai prix de son logement, c'est la mensualité de crédit qu'il s'engage à rembourser pendant 20 ans. Donc on suit ça en fonction des périodes, en fonction des prix de l'époque, en fonction des taux de l'époque, en fonction des salaires de l'époque. On suit ça dans le temps. Ce qu'on voit, c'est que oui, il y avait bien eu un pic, mais au sens négatif pour le pouvoir d'achat. Donc un mauvais pouvoir d'achat en 2021-2022. Enfin, pardon, non, le pic, c'est même 2023 avec la remontée des taux. Et on voit en 2024 une normalisation de ce pouvoir d'achat. Donc, les ménages regagnent du pouvoir d'achat. On n'est pas revenu tout à fait au même niveau qu'on avait pu connaître pendant les années 2015-2021. Où là, le pouvoir d'achat était de facto excellent grâce au taux de crédit très bas. Donc on n'est pas non plus redescendu à ces niveaux-là, mais on a quand même une normalisation encourageante du pouvoir d'achat. Maintenant, la question qui se pose aujourd'hui, c'est on voit un peu partout en Europe que le mouvement de baisse des taux se poursuit. Naturellement, il aurait dû être amené à se poursuivre. Mais la France commence à être un peu en exception sur ce point-là. On va faire un petit peu de politique, mais moi, j'ai tendance à rattacher ça à la situation politique quand même assez compliquée dans laquelle on est depuis la dissolution, avec une assemblée composée de façon quand même très instable, qui est pas propice au fait de régler nos difficultés de finances publiques, et Dieu sait qu'on en a.
Et donc là, on commence vraiment à se détacher dans le mauvais sens du terme par rapport aux autres pays européens en termes de déficit public, etc., etc. Tout ça avant même d'avoir entamé le réarmement dont on parle depuis quelques semaines. Et donc ça, c'est quand même un facteur d'inquiétude parce que les investisseurs ont commencé depuis l'été dernier à se détourner de la dette française, des emprunts d'État français, en tout cas relativement à d'autres emprunts d'État, et je pense notamment aux emprunts d'État allemands. Et ça, c'est un facteur qui peut, et qui commence déjà à empêcher la poursuite de la baisse des taux de crédit. Pourquoi ? Parce que les banques, quand elles prêtent à 20 ou 25 ans, elles vont elles-mêmes emprunter une partie des capitaux. Alors, il y a une partie des capitaux qui est le recyclage de l'épargne des Français, mais il y a aussi une partie des capitaux qu'elles vont chercher à long terme sur les marchés financiers, en empruntant comme fait l'État français, et justement, elles se retrouvent en fait en concurrence avec l'État français sur ces emprunts, sur les emprunts qu'elles font elles. Et quand les taux de l'État français, de l'OAT, c'est le terme technique, sont à la hausse parce que les investisseurs se détournent un peu de la France parce qu'ils sont inquiets de la situation politique et des finances publiques, du coup, ça rejaillit sur les taux auxquels les banques elles-mêmes peuvent emprunter. Et du coup, en bout de chaîne, ça rejaillit sur les taux qu'elles pratiquent quand elles prêtent aux particuliers. Donc, voilà, c'est Non, mais c'est un mix de tout ce que tu dis. Il y a quand même beaucoup d'informations sur l'ensemble de ce que tu es en train de nous dire. Il y a beaucoup de paramètres. Après, sur sur le terrain pur, toi, comment ça a évolué? Est-ce que tu as eu des modifications des projets que tu faisais en termes d'immobilier? Est-ce que tu as dû changer ta typologie? Est-ce que tu t'adaptes à ces nouveaux mouvements, le co-living, les choses comme ça? Comment tu évolues, toi, sur le marché pur immobilier sur Lyon? Alors, pour rebondir sur ces histoires de taux, effectivement, nous on le voit directement, les taux ont légèrement remonté. Il y a de ça 1 mois ou 2, suite à effectivement les perspectives économiques de la dette française qui étaient pas bonnes. Les taux ont augmenté et ça a eu directement un impact. Voilà, j'ai beaucoup d'agents IMO dans mon réseau, et dès que les taux remontent aujourd'hui, les gens ils sont extrêmement sensibles. Donc il y a vraiment une influence directe. Et en plus, cette incertitude sur les taux, sur leur orientation notamment, elle crée de l'attentisme. Alors le particulier, à tort pour le coup, est très attentif à l'évolution des taux en se disant c'est pas le bon moment d'acheter parce que les taux risquent de baisser notamment. Alors nous, c'est ce qu'on essaye vraiment d'inculquer aux gens, c'est que la seule chose qui compte sur un achat immobilier, c'est le prix auquel tu achètes ton bien à l'instant T. La seule chose que tu ne pourras jamais changer sur ton achat immobilier, c'est combien tu l'as payé. En revanche, le montant, le taux auquel tu empruntes l'argent pour payer cet achat, on a l'avantage maintenant d'être assez souple sur la renégociation des offres en crédit en France. Et si dans 5 ans, dans 3 ans, les taux ont baissé fortement, les particuliers ont toujours le loisir de pouvoir changer. Exactement, de faire refinancer. On a coutume de dire qu'il faut en gros une baisse de taux de 1% C'est ça. pour que ça vaille la peine d'aller renégocier son crédit. Donc effectivement, si aujourd'hui on tourne autour de 3,20. Si un jour on revoit des taux à 2%, les personnes qui auront emprunté à 3,20 pourront aller renégocier leur taux. Donc ça, c'est effectivement le premier impact qu'on a eu. Et maintenant, sur mon type d'opération, quel impact justement ces changements de taux ont eu sur des opérations notamment de marchand de biens? Alors nous, on ne fait pas des prêts amortissables en tant que marchand, on fait des prêts in fine. Les prêts in fine sont par nature des taux variables. C'est-à-dire qu'ils sont basés effectivement sur des taux de la BCE sur lesquels on rajoute la marge de la banque. Quand les taux de la BCE sur ces maturités, 3, 6, 12 mois, ça dépend, les banques étaient nuls, voire négatifs, on avait uniquement, nous, la marge de la banque en taux d'intérêt. Donc le coût de l'argent était... Effectivement, les marges des banques sont entre 2 et 3% sur ce type de prêt-là, sur des prêts in fine 24 ou 36 mois. Donc, BCE 0%, donc les taux à 3, 6 ou 12 mois étaient quasiment nuls, donc 0, plus les 2,5 de la banque, et ben on empruntait à 2,5. Là-dessus, effectivement, on rajoute 2-3 autres types, les frais de dossier, et puis les commissions d'engagement, etc. Mais grosso modo, nous, on finançait nos opérations, il y a 4 ans, voilà, aux alentours de
3,5, 4%. Du jour au lendemain, et surtout sur les opérations qu'on avait en cours, vu qu'on est sur du taux variable, ces taux sont passés de 3,4 à quasi 9%. Presque doublé sur. Effectivement. Et là, ça a un impact direct. Alors, sur les opérations en cours, que là, forcément, on est fortement incité à liquider rapidement, parce que la partie financière vient peser effectivement dans ton bilan. Et deuxièmement, aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup à la maturité de nos opérations. Avant, on pouvait aller sur des opérations qui pouvaient être portées 9 mois, 12 mois, presque 2 ans. Au final, les frais financiers avaient un coût, mais étaient très facilement... modifiez pas la rentabilité de ton projet. Exactement. Que ça. Aujourd'hui, aujourd'hui, même avec le reflux qu'on a un petit peu sur les taux, un marchand de biens va se financer entre 7 et 8 à peu près, entre les frais de dossier, le taux d'intérêt à proprement parler, dont j'ai parlé juste avant, et la commission d'engagement qui est d'environ d'1%, on va se financer entre 7 et 8. Aujourd'hui, à 7, 8%, on a quand même des difficultés à porter une opération 24 mois. Parce que pour le coup, la case frais financiers vient complètement manger ta marge. Donc là, nous, en tant que porteur de projet, ça nous incite à aller sur des projets beaucoup plus courts pour les sortir rapidement. Ou renégocier le prix à l'achat justement pour absorber ces frais financiers. Donc, ou en amont. Tire aussi les prix, je pense. Effectivement, ou en amont, être plus agressif, entre guillemets, sur le prix d'acquisition, le prix d'entrée du dossier, pour pouvoir absorber ces coûts financiers. Donc oui, réellement, pour nous, ça a eu un impact sur notre typologie d'opération. Parce qu'une opération, elle est notamment liée à sa durée d'exécution. Et aujourd'hui, c'est quand même compliqué d'aller sur des opérations qui tirent à 24 mois, réellement. Donc, il y a eu, on peut écouter, enfin, en vous écoutant, il y a eu quand même une période d'euphorie, autant pour le marchand de biens que pour les clients particuliers qui achetaient des biens, parce qu'ils achetaient à 1% et toi, le coût de l'argent était très bas. Là, l'euphorie est comme baissée. Il y a plusieurs paramètres. Tu parlais de politique, enfin, les politiques, et est-ce qu'ils ont mis en place, souvent, les gens ont perdu un peu confiance et savent pas trop y aller, ou enfin pas trop s'ils peuvent aller et se lancer. Toi, tu dirais faut acheter, c'est maintenant, de toute façon, faut acheter tout de suite et les taux vont monter, descendre, mais vous pouvez pas le contrôler. Après, c'est un peu la pyramide de Maslow. Je pense que les gens ils doivent se loger finalement. Est-ce que les gens aujourd'hui arrivent à se loger? Est-ce qu'il y a un effet de taux de natalité? Est-ce que comment l'évolution de la population, toutes ces choses-là, comment ça se met en place sur les mots de votre côté? Oula, là il y a des gros sujets dans ta question. Alors, est-ce qu'il y a une pénurie de logements en France aujourd'hui? Moi, je suis convaincu que oui, qu'il y a une grave pénurie de logements. Malheureusement, c'est un phénomène sur lequel j'ai le sentiment qu'il y a un certain déni de la part des différents ministères qui devraient s'intéresser à ce sujet. D'abord parce qu'on se raconte derrière les écrans des ministères, sur les tableurs Excel, qu'il y a 3,5 millions, je crois, de logements vacants en France, et que ça matche à peu près le manque de logements, et que du coup, il suffit de mieux répartir le logement et tout, voilà, tout est réglé. C'est vrai que dans un tableur, c'est facile, hein, un petit coup de solver et hop, tout est réglé. On occulte juste le fait qu'il y a une grande partie de ces logements qui sont très loin des bassins d'emploi, qu'il y a une grande partie de ces logements qui sont complètement vétustes, enfin dans des états de décrépitude, enfin voilà, qui ne sont pas du tout aux normes. Et puis, sans doute, enfin, c'est le sentiment que j'ai, ce déni de la réalité est aggravé par des projections de long terme qui méritent d'être creusées. C'est-à-dire que il est vrai, ça je le reconnais volontiers, que on a une tendance de natalité très inquiétante en France ces dernières années. Pendant longtemps, la France faisait un peu exception, on avait une natalité plus élevée que d'autres pays. C'est depuis une dizaine d'années, on a perdu cet avantage. L'an dernier, le taux de fécondité, donc qu'on mesure en nombre d'enfants par femme, est tombé en dessous de 1,7. 1,7, on est très très loin de ce qu'on appelle le taux de remplacement des générations. Et donc, l'INSEE, sur la base de cette natalité en berne, projette qu'on atteindrait un pic de population en France au début des années 2040, dans une quinzaine d'années, disons.
à 800 000 habitants de plus que ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire pas grand-chose. On est déjà à 68 millions, et on atteindrait 69 millions. Autant dire qu'on est presque déjà au pic, quoi. Voilà. Alors, Pour expliquer au pic, ça veut dire qu'on va arriver à un certain nombre de populations et après on va décroître parce qu'il y a moins de naissances. C'est ça que... c'est exactement ce qui est déjà le cas en Allemagne ou dans d'autres pays. Alors, par rapport à ça, d'abord, moi, quand je creuse ce chiffre pour le comprendre, il y a une hypothèse qui m'interpelle, qui est l'hypothèse de flux migratoires. Parce que la natalité, c'est une chose, mais il y a aussi des flux migratoires. Et l'hypothèse de flux migratoire retenue par l'INSEE, mais bon, je ne me fais pas d'illusions sur le fait que c'est une hypothèse qu'ils vont chercher directement en très haut lieu, disons. C'est une décision politique de mon point de vue, plus que statistique. C'est 70 000, c'est des flux migratoires net entrants de 70 000 personnes par an. Juste pour donner un ordre de grandeur, l'an dernier, on a accordé 340 000 permis de séjour. Ok, ce qui est quand même... Je pense qu'il faut remonter très 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 loin dans le passé pour trouver des flux migratoires à 70 000 par an. Et donc en rentrant ce chiffre dans le tableur, je ne suis pas en train de faire de la politique au sens dire que c'est bien ou que c'est pas bien d'avoir ces flux migratoires. Je ne cherche pas à prendre position là-dessus, c'est pas mon sujet. Je dis simplement qu'en ignorant la réalité qui est aujourd'hui plutôt autour de 300 000, et encore, parce que ça c'est l'immigration légale, il peut y avoir l'immigration illégale, on se raconte qu'on n'aura pas besoin de logement en France ou que le déficit de logement est très temporaire et va se régler de lui-même à horizon 10-15 ans, alors que selon moi, c'est faux. Enfin, sauf à ce qu'on prenne des mesures absolument radicales sur les flux migratoires, mais j'y crois pas du tout. On est en train de sous-estimer ce que sera le besoin de logement en France à horizon 10 ou 15 ans. Donc Tu es en train de nous dire qu'il y a une première 70 000 sur les tableaux qu'ils ont Excel. En gros, c'est marqué 70 000, il faut rentrer 70 000, mais réellement, il y en a 300 000 qui rentrent annuellement. Oui, alors il y a quand même quelques flux sortants, mais je pense que le flux net, à mon sens, il est plus autour de 200, 250 000 que de 70 000. Ok. Et en termes Et légal, le flux légal. Oui, effectivement, après, il faut encore calculer ça. Et en termes de logement, du coup, il manquerait combien de logements si on... Alors, ça, c'était mon point suivant, parce que là, jusqu'à présent, dans mes commentaires, je comptais les individus. Tous les chiffres que j'ai donnés, c'était même quand je parle du pic, c'est un pic d'individus. Mais ce qui est très intéressant, même avec cette hypothèse migratoire discutable de l'INSEE, mettons ça de côté un moment, c'est que même avec cette hypothèse-là, l'INSEE montre que bien qu'on ait un pic de population en 2040, on continuerait à avoir une forte progression du nombre de ménages. Okay. C'est-à-dire que l'INSEE voit une progression de 3,5 millions de ménages entre maintenant et 2050 de mémoire, alors que la progression du nombre d'individus, elle, serait beaucoup plus faible. Je disais 800 000 tout à l'heure, voilà, c'est l'ordre de grandeur. La raison à ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène de décohabitation, qu'on observe déjà depuis une bonne dizaine d'années en France au moins, mais qui serait amené à se poursuivre, c'est-à-dire des familles de plus en plus petites ou décomposées, des divorces, voire même des jeunes qui n'essayent même pas de vivre en couple, encore moins d'avoir des enfants, par la force des choses. Plus tard. Et puis aussi les phénomènes d'allongement de la vie, puisque c'est vrai que les années qu'on gagne en espérance de vie, ce sont des années où on vit seul ou à deux, dans le meilleur des cas. Et du coup, parmi les 3,5 millions de foyers supplémentaires que l'INSEE projette, 95% de ces foyers seraient en réalité des personnes seules. Et 65% de ces foyers seraient des personnes seules de plus de 60 ans. Voilà. Et donc ça, alors c'est un paquebot, c'est pas quelque chose qui se joue du jour au lendemain, ça se joue à l'échelle de décennies. Mais je suis convaincu que ce sera un des thèmes, c'est un des thèmes qu'il faut avoir en tête quand on investit dans l'immobilier. C'est que le besoin de logement va vers ça, vers des logements de plus en plus petits. Et puis à ça, on peut rajouter d'autres thèmes qui s'imbriquent avec celui-ci. Moi, il y a un thème qui me paraît évident, en tout cas dans les grandes métropoles comme Paris et Lyon, en tout cas, c'est la fin de l'ère de l'automobile. On le voit déjà très bien à Paris.
où tout est fait pour dissuader les habitants de ne pas posséder de voiture. Et donc, je pense qu'on va aussi avoir dans le besoin de logement une course à la centralité, une course à la connexion avec les nœuds de transport en commun. Et donc, ce sont aussi des facteurs dont il faut tenir Faut compte. prendre en compte. Effectivement, tu as parlé de beaucoup de paramètres pour mettre en analogie avec le terrain. C'est intéressant d'avoir tous ces chiffres et de voir comment toi ça se passe, Sylvain, sur la typologie de biens. Est-ce qu'on te demande aujourd'hui peut-être l'État de produire et ce qui se passe réellement avec le besoin et la démographie? Comment tu vois les choses sur le terrain pur? Effectivement, mais ce que décrit Olivier, nous, on le vit et on le perçoit depuis déjà quelques temps dans une métropole comme Lyon, donc une grosse métropole, avec une très très forte pression sur on appelle ça, nous, dans notre jargon, la granulométrie de nos opérations, avec une tendance forte à aller vers des unités d'habitation plus petites. Du studio, T1, T2, T3. Les gens demandent ça. Le marché, il est là aujourd'hui. Le marché, clairement, il est là. Et c'est ce qu'on tend à produire aujourd'hui. Alors, accessoirement, effectivement, nous, on a une donnée, une des données de base de notre métier, c'est que à caractéristiques équivalentes, un logement plus grand coûtera toujours moins cher du mètre carré qu'un logement équivalent de plus petite surface. D'accord ? Même étage, même immeuble, donc même quartier par définition, même niveau de finition et ou de vétusté. Si vous avez un studio sur un palier à côté d'un 100 mètres carrés, le studio coûtera toujours plus cher au mètre carré qu'un 100 mètres carrés. Ça, c'est partie des fondamentaux de notre travail. Donc effectivement, nous, on a un attrait particulier à produire ce type de surface. Tu gagnes mieux ta vie exactement. si la surface est Ça, c'est petite. une composante économique. Mais au-delà de ça, nous, bien gagner notre vie sur la revente d'un bien, c'est une chose. Mais avant de bien le revendre, il faut le vendre tout court. Et c'est là où, effectivement, on voit où est la demande. Aujourd'hui, c'est sur les petites surfaces. Il y a un autre phénomène, bien évidemment aussi, post-Covid, mais ça n'était que l'accélérateur. On a eu une augmentation des coûts du prix de l'immobilier. Du prix de l'immobilier, du coup. Et forcément, plus un appartement est cher, vous avez une pyramide des clients, bien évidemment, vous avez beaucoup plus de clients pour un studio à 120 000 euros que sur un appartement à 1 500 000 euros. D'accord ? Voilà, effectivement. Donc, sous il y a une double impulsion. Les prix qu'augmentent, donc les gens doivent réduire, même à nombre de chambres constant. D'accord, un T3, les superficies des T3 ont perdu au fil des années des mètres carrés parce que les mètres carrés coûtaient de plus en plus cher. Donc ça, c'est la première chose. Donc vous avez une pression du prix et du coup les gens veulent plus petit. Et à côté de ça, effectivement, on a ce phénomène de décohabitation où on a beaucoup plus de familles monoparentales, on a beaucoup plus de jeunes qui veulent et qui ont besoin de se loger seuls ou juste à deux. Les gens font moins d'enfants aussi, on en a parlé, les gens font moins d'enfants, donc forcément quand on est un couple sans enfants, un T2 suffit, là où si on avait eu déjà un enfant, il fallait déjà un T3. Donc tout ça rentre et forme un espèce d'entonnoir. Et nous, où réellement on se prend de pleine face cette réalité de marché, c'est qu'on a ça d'un côté, et de l'autre côté, avec une totale dichotomie, on a les politiques, et notamment, alors on va dire nationales, mais aussi municipales, qui, alors qu'on trouverait logique d'être aidés et poussés dans ce sens-là, parce qu'il faut loger les gens. Il est là, hein, le fond du sujet. Il faut fournir un logement à toutes ces nouvelles zones-là. Exactement. Et ben, on vient effectivement nous contraindre. Oui, c'est frappant. Ça va dans ce sens. Ils rêvent d'avoir plus de T4 et de T5 alors que le besoin n'est pas là. On nous incite à faire du T3, T4, T5 alors que le besoin n'est pas là et on vient vraiment nous empêcher de les produire. Et ça, c'est des choses qu'on a toute la journée et notamment nous sur la commune de Lyon, on a quelque chose qui est sorti extrêmement récemment depuis milieu de l'année dernière, juin, si je dis pas de bêtises, la granulométrie de nos divisions nous sont imposées. Donc, à savoir qu'à Lyon, aujourd'hui, si tu veux diviser un logement de très grande taille pour en produire plusieurs de plus petite taille, la municipalité nous impose
je crois que c'est sur la métropole de Lyon, la granulométrie de nos opérations. On va vous dire, OK, si tu divises en temps de lot, on va t'imposer un pourcentage minimum de T2 et un pourcentage minimum de T3, voire T4 sur ton opération. Alors que sur cette opération, on aurait vu X studio et X T2 et peut-être 1 ou 2 T3, parce que voilà ce qu'on aurait pu vendre facilement. Ben non, on va nous expliquer que, ah ben non, sur cette division, on va te demander de faire une majorité de T3 et de T2 et juste un studio. Donc nous, ça complexifie nos opérations parce qu'il faut arriver à les sortir. Et puis surtout, ça peut des fois mettre en péril l'équilibre économique d'une opération. Donc c'est extrêmement frustrant parce que nous, on constate, on voit ce que les gens demandent, on voit ce vers quoi le marché va et ce qu'on nous met en face en termes d'impératifs, d'obligations. Et réellement, voilà. Et sur les places de parking, c'est Ça exactement la rejoint même ce que tu dis, chose. parce que finalement, en fait, les gens peuvent se payer que des petits logements, ils ont besoin de petits logements. La commune te demande de faire des gros logements pour les places de parking, pour te dire faites des grands logements, comme ça on a besoin de moins de places de parking, et les trucs sont bloqués. Quelle solution toi tu trouves justement pour pouvoir pallier à ça? Tu te plies aux règles ou Ah bah, comment? de toute façon, à la base, malheureusement, on a peu ou pas le choix. Et les solutions qu'on pourrait éventuellement mettre en place se trouvent heurtées à d'autres restrictions qu'on a aussi. Notamment, nous, les solutions, et ce pourquoi on a beaucoup de demandes, notamment à Lyon, c'est le co-living. Le co-living, c'est quoi? C'est la mise à jour, on va dire, nouvelle génération de ce qu'on appelait avant la colocation. Aujourd'hui, la colocation existe peu ou plus, on est passé sur du co-living. Du co-living, dedans, vous allez quasiment plus trouver d'étudiants, vous allez trouver beaucoup de jeunes actifs, parce que c'est ce qu'ils veulent aujourd'hui. C'est un mode de vie qui convient par facilité, Ils ont et pas puis d'enfants, justement ils sont pas de... qui permet de se loger à un moindre coût. Eh bien aujourd'hui, encore très récemment, on a vu certains politiques prendre parti contre le co-living en mettant uniquement en avant le fait que les co-living étaient créés pour augmenter la rentabilité. exactement la rentabilité économique d'une location, du méchant bailleur, etc. Non, le bailleur n'a que pour unique but de répondre à une demande et il fournit des logements qui correspondent à une demande. Et bien aujourd'hui, et notamment à cause de l'encadrement des loyers, ces modèles économiques de co-living sont remis en cause, alors que clairement, ça serait une solution pour absorber tous ces nouveaux foyers mono-individus. Voilà, sur Lyon, vous pourriez loger beaucoup et d'étudiants et de jeunes actifs sur du co-living, alors de qualité, bien évidemment, il y a peut-être des critères à mettre, etc., sur ces nouveaux types de logements, mais non, on vient nous contraindre, notamment avec l'encadrement des loyers. Donc on a vraiment voilà, voilà, cette dichotomie pardon, de chemins qui s'éloignent de plus en plus entre le marché et ce qu'on nous impose malheureusement. Donc c'est assez compliqué quand même. Et peut-être préciser une chose par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure sur les projections de l'INSEE sur l'évolution du nombre de ménages. Elles sont quand même très hétérogènes sur le plan géographique. Quand on regarde la carte de France, je crois qu'on a une carte de France qui s'affichera. Et on retrouve en gros la carte de France des grands bassins d'emploi. C'est-à-dire que parmi les zones où l'INSEE projette une forte augmentation du nombre de ménages, on a alors l'Île-de-France, mais plutôt sur sa partie est, c'est-à-dire la Seine-et-Marne. Et puis ensuite, on a les départements qui entourent les grandes métropoles que sont Marseille, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Rennes, Montpellier. Et puis quelques départements isolés, on a la Haute-Savoie, alors je ne sais pas, c'est possiblement peut-être un effet autour de Genève, je ne sais pas. Et puis la Réunion et Mayotte, mais là qui sont des cas un peu à part où il y a des niveaux de natalité qui sont encore très, très élevés. Voilà. Mais par contre, on a une grande région centre, mais qui va bien au-delà de la région administrative, hein, qui centre, mais qui remonte aussi sur la Basse-Normandie et sur tout le quart nord-est, et en particulier les anciens bassins industriels du nord-est de la France, qui, eux, sont affichés en baisse de nombre de foyers d'ici à 2050. Donc ce sont des facteurs à avoir en tête, là aussi, quand on investit dans l'immobilier. Non, c'est sûr, il faut prendre en compte tous ces chiffres. Après, j'ai quand même l'impression qu'on marche sur la tête entre ce qu'on nous demande de faire et ce qu'ils font, ce que même les politiques prennent en termes de chiffres.
enfin, quelle est la solution aujourd'hui, pour des investisseurs ou pour des particuliers? Est-ce qu'il faut se lancer? Est-ce qu'il faut acheter? Est-ce qu'il faut avoir peur de tout? On voit qu'il y a des Trump aussi a un impact sur l'économie mondiale. Quel est le positionnement? Enfin, comment vous voyez un peu les choses et comment les gens doivent avancer sur l'immobilier pur? Quelle est votre position sur Trump, sur tout ça? C'est une question qui est vaste, mais les gens sont un peu attentifs. Enfin, ils savent pas trop ce qu'ils doivent faire. Comment vous voyez les choses, vous, dans le futur? Quelle est votre position? Je pense que moi, je pense qu'il faut raison garder quand on parle d'immobilier, on parle de tout à l'heure, j'aimais bien, on parle de paquebot, et cetera. Il y a une énorme inertie. Je pense que quoi qu'il arrive, quelles que soient les modifications, que ça soit démographique, que ça soit macroéconomique, et cetera, il faut rester pragmatique. Donc, on a la possibilité de s'adapter quand même pour, au mieux, matcher à la demande et garder un marché de l'immobilier qui soit actif, là, qui est en train de se redresser. Donc ça, c'est la première chose. Faut pas céder à la panique. Voilà, il faut continuer, je pense, à investir. C'est une classe d'actifs, l'immobilier, qui reste extrêmement puissante. Voilà, qui est extrêmement résiliente aussi sur le moyen long terme. Donc ça, c'est la première chose. Après, plus ponctuellement, effectivement, sur ce qui peut se passer, encore une fois, il faut s'adapter, nous, à notre niveau, ce qui se passe au niveau macroéconomique, et notamment la guerre tarifaire qui a été lancée par les États-Unis. Ça a des impacts momentanés, mais qui restent à la marge sur notre financement, par exemple. Ça va influencer sur les taux, mais dans une mesure qui ne remet pas le modèle en cause. Voilà, ça sera moi mon analyse. Il faut le regarder. Il ne faut pas que la situation s'aggrave, c'est sûr. Mais malgré tout, l'impact reste limité et pas suffisant pour que ça devienne, entre guillemets, problématique de manière systémique. Voilà. Il faut garder la main sur ce qu'on peut faire, quoi. Sur les choses qu'on peut avoir de l'action, il faut encore Et de puis l'action. garder de l'adaptabilité, malgré tout. Les solutions sont là. Par exemple, on parlait du co-living. Le co-living, malgré tout, même si voilà, il y a eu 2-3 choses, je pense qu'on peut aujourd'hui s'adapter aux besoins de la population et des différents foyers, des typologies de foyers, pour proposer des foyers qui répondent à la demande du marché et sur lesquels nous, alors là, je parle avec ma casquette de professionnel de l'immobilier et de marchand de biens, continuer à avoir des modèles économiques qui soient rentables et continuer d'avancer. Je renforcerai tout ce que tu dis. Alors, il y a des domaines de l'immobilier français sur lesquels moi je suis assez sombre. Si on devait parler du marché de l'investissement locatif en région parisienne, aujourd'hui, j'aurais du mal à conseiller d'y aller. Parce que les rendements sont pas là, parce que les politiques publiques sont complètement à l'envers de ce qu'il faudrait faire. Bref. Mais bon, ça n'est pas notre sujet aujourd'hui. Vous, marchand de biens, vous avez un avantage, c'est que vous travaillez sur des opérations relativement courtes et qui sont des opérations à valeur ajoutée. Vous vous contentez pas de porter un bien comme ça de façon passive. Et donc ce besoin, il continuera d'exister dans toutes les configurations de marché. Les Français ont besoin de se loger. Et donc je suis convaincu que pour un professionnel qui connaît bien son secteur, il continuera à y avoir des bonnes opérations à faire. La principale variable à laquelle finalement, sur laquelle vous devez vous méfier du politique, tu l'as évoqué, ce sont vos coûts de financement. Où là, on n'est jamais à l'abri des mauvaises surprises, mais on n'est pas non plus à l'abri d'une bonne surprise de temps en temps. Et paradoxalement, le bazar total, le fait que Trump ait renversé la table avec sa politique protectionniste il y a quelques semaines, mais curieusement, par un jeu assez complexe de conséquences indirectes, se traduit plutôt par une accélération de la baisse des taux en Europe. La BCE a confirmé une baisse des taux la semaine dernière. On voit que même les taux de l'OAT ont plutôt baissé alors que c'était pas la tendance avant. Tout ça c'est aussi dû au fait que les capitaux asiatiques sont en train de sortir des États-Unis. Je pense qu'ils ont très peur des risques de sanctions financières et donc se rapatrient plutôt en Europe qui leur semble un endroit plus sûr, donc quelque part ça joue en notre faveur. C'est une bonne chose pour nous, pour le coup. Oui, ce qui est une bonne chose pour nous, c'était une bonne chose pour nous, en tout cas à court terme. Après, on peut pas non plus exclure, mais j'espère qu'on n'ira pas vers ça, mais
Si vraiment on entrait dans une spirale de rétorsion, comme c'est ce qui était arrivé dans les années 30, hein, ça a été un des facteurs lourds dans la crise des années 30 partout dans le monde. Ça a été ces politiques protectionnistes où chacun surenchérissait sur les mesures de l'autre. Donc ça, si vraiment on allait vers ça, ça aurait des conséquences à long terme en termes de chômage, en termes d'absence de croissance, de récession qui pourraient être graves. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas. On peut encore espérer que Trump est dans une posture tactique pour essayer de tirer le plus possible de ses négos et que à la fin, tout se terminera bien. Mais quelle est notre tactique à nous, du coup? Quel chiffre tu donnerais aujourd'hui aux politiques pour faire évoluer les choses? Comment nous, en tant que Français, nous, en tant qu'Européens, on peut se protéger ou se défendre ou avancer? Quelle est la stratégie qu'on pourra employer? Parce que c'est... Moi, j'aurais envie de dire qu'on a suffisamment de problèmes de fond à régler pour ne pas être obnubilé par la politique commerciale de Trump. La France n'est pas non plus une puissance exportatrice vers les États-Unis de premier plan, hein, donc voilà, on n'est pas les plus touchés par ça. À côté de ça, on a des problèmes de finances publiques à régler, on a un monstrueux problème de retraite qu'il va bien falloir finir par régler. On a l'immense sujet de la compétitivité économique de l'Europe. Là, c'est pas que la France, c'est toute l'Europe, hein, c'est le rapport Draghi, etc. À un moment donné, il faut quand même aussi qu'on fasse comprendre à l'Union européenne que vivre ensemble au sein de l'Union européenne, c'est pas juste pondre de la réglementation, être les meilleurs du monde en matière de réglementation sur tous les domaines, au détriment de la compétitivité de nos business. On vit dans un monde ouvert, les entreprises européennes doivent rester compétitives vis-à-vis des entreprises américaines, mais aussi vis-à-vis des entreprises asiatiques. Ça demande un peu de pragmatisme qui nous a manqué depuis 20 ans. Et donc moi, s'il y avait un message à passer, j'encouragerais plutôt nos politiques à se concentrer là-dessus, plutôt que trop se soucier de la dernière lubie de Trump. Mais c'est l'effet positif de Trump, je trouve. Du coup, il est en train de faire bouger les lignes. Parce que tu sens quand même que l'Europe se dit, là, il va falloir qu'il se positionne certainement sur l'avenir de l'Europe en tant que telle. Trump est en train de bouger les lignes partout mondialement. Et c'est à nous aussi de trouver, nous positionner, de savoir où c'est qu'on veut aller. Plus globalement, mais au-delà juste des répercussions, effectivement, de la politique protectionniste des États-Unis et de son président, pour nous, marchands de biens, je pense que la situation actuelle, on a parlé de beaucoup de choses là pendant le moment qu'on vient d'avoir d'échange. Ça va obliger, nous les professionnels, tu demandes comment on doit agir, ça va nous obliger à être meilleurs. Parce que réellement, et on en a parlé au début, on est passé par des années de très forte croissance, notamment de l'immobilier, des prix de l'immobilier, et où la création de valeur des marchands de biens a été quand même extrêmement soutenue par tout un tas de phénomènes exogènes à leur propre activité. C'est-à-dire qu'un marchand de biens moyen, ces 8-10 dernières années, arrivait à s'en sortir. Aujourd'hui, on n'a plus cette latitude-là. Aujourd'hui, pour performer en tant que marchand de biens, on ne peut plus se permettre d'être moyen, on va être obligé d'être bon. Parce que, à côté de ça, on n'est plus porté par un marché. Voilà, effectivement, quand on a un marché qui est en croissance de 6-7% par an, tu achètes le 1er janvier 100, mécaniquement, sans rien faire, tu vendras 106 à la fin de l'année. Donc tu es déjà quand même fortement aidé. Aujourd'hui, malheureusement, quand tu achètes 100 au début de l'année, tu peux te rendre compte qu'à la fin de l'année, ça peut valoir 99. C'est à toi de créer la valeur qui va te porter de 100 à 120. Exactement, malgré un marché qui ne t'a pas porté, qui peut-être même t'a desservi un petit peu. Donc ça, je pense que ça va, réduire le nombre d'intervenants. Baisser la rentabilité aussi du marchand ou pas? Ou tu dois garder ton... Pour moi, ça ne devrait pas. Pour moi... Ce que tu me dis, le marchand de biens, il est quand même la soupape entre les deux, entre les chiffres, celui qui achète et celui qui vend. Mais toi, tu ne fais que répercuter. C'est-à-dire que si les taux augmentent, les taux baissent, toi, tu vas acheter moins cher et vendre moins cher. Tu vas faire que répercuter. Faire de la quali, c'est quand même l'objectif. Avant d'être vendeur, nous, on est acheteur. Donc, à nous de bien acheter pour défendre nos marges. Pour moi, à aucun moment, la variable d'ajustement devrait être notre marge. Parce que là, c'est s'exposer. Parce que si tu commences à dire, bon, mais c'est compliqué,
Là, je vais plutôt prendre que 10 ou 15 points de marge sur une opération. C'est exposé à un risque potentiel. Le risque passionnel. Effectivement, Olivier le disait très justement tout à l'heure, on a un retournement du marché, les taux flambent du jour au lendemain. Nous, on est sur du taux variable. Si tu es fortement exposé parce que ta marge est faible, de l'ordre de 10% sur une opération, si ton taux de financement fait x2 en un an, mais ton plus 10% peut se transformer en 0, voire moins. Et on n'est pas là pour perdre de l'argent. Donc, ça va nous obliger à être bon. Donc, non, pour moi, la variable d'ajustement ne peut pas être la marge. On doit conserver nos marges, à nous d'être bons, peut-être en négociation, en amont, mais il faut qu'on achète bien, qu'on soit beaucoup plus précis et qu'on s'appuie plus sur un environnement favorable. Malheureusement, l'environnement favorable, il n'est plus là. Donc, à nous d'être bons. Effectivement, je pense que c'est moins facile. Je pense qu'il faut prendre en compte tous les chiffres et tout ce que tu nous as donné, Olivier, pour adapter aussi les projets du marchand de biens. Être souple, c'était un peu le mot ces derniers mois, être souple sur les projets, prendre en considération la démographie, les taux et tout ça. Et je pense qu'il y a un réel impact. On sera sur... Ouais, juste pour illustrer tout ce que tu disais avec une formule très imagée de Warren Buffett, qui dit c'est quand la marée se retire qu'on découvre les baigneurs qui n'avaient pas de caleçon. Voilà. Et en fait, ça, on le voit dans tous les métiers, et alors en particulier dans les métiers immobiliers. Je pense qu'on est en train de le voir sur les métiers d'agents immobiliers, on est en train de le voir sur les métiers de courtage en crédit, où c'est la même chose. Ces périodes-là, ce sont des périodes qui permettent aussi de faire le tri entre les bons professionnels et les moins bons. Et tous ceux qui avaient traversé la période 2008-2009 sur ces métiers-là, quand ils m'en parlent, me disent les années qui ont suivi ont été des années extraordinaires. Parce qu'on avait retrouvé le marché, un marché beaucoup moins concurrentiel. Une purge positive de... Voilà. Oui. Pour le coup, c'est peut-être un point positif qu'on pourrait tirer de tout ça, c'est que effectivement, ne resteront que ceux qui, effectivement, pour filer la métaphore, avaient un maillot de bain. Écoutez, merci à tous les deux. C'était très intéressant. Olivier avec cette partie chiffres et analyse. Et toi, Sylvain, sur le côté terrain, on a pu apprendre pas mal de choses. Donc merci à tous les deux. Et au plaisir de vous revoir sur un prochain podcast.